l'Association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO est heureux donc, pour cette nouvelle réunion, un auteur, un livre, une heure, d'accueillir cet après-midi M. Francis Rocard pour son dernier livre, Dernière nouvelle de Mars, la mission du siècle, paru aux éditions Flammarion. Je rappelle en quelques instants l'itinéraire de Francis Rocard. En 1986, vous êtes docteur et sciences en astrophysique et vous rentrez tout de suite au CNRS avec notamment comme mission la mission Vega de survol de la comète Halley, puis également la mission Phobos, qui est une étude minéralogique de la surface de la planète Mars. En 89, vous êtes nommé au Centre national d'études spatiales, au CNES, en tant que responsable des programmes d'exploration du système solaire. En 98, vous coordonnez la mise en œuvre du programme d'exploration de Mars à travers plusieurs missions et vous avez continué jusque-là à travailler donc sur l'exploration et la conquête de Mars. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Quelle est la véritable histoire du système solaire en 2014, puis plusieurs ouvrages sur la planète rouge, et le dernier en date, donc, Dernière nouvelle de Mars, qui tombe à pile, puisque l'actualité d'aujourd'hui tourne autour de l'ISS avec Thomas Pesquet, même si ça n'a pas un rapport direct avec Mars. Alors, si vous le voulez bien, donc, on va prendre notre système habituel, à savoir des questions-réponses avec l'auteur, Francis Rocard, et ensuite, nous donnerons la parole aux participants qui soit laissent des questions par écrit, soit pourront prendre la parole en levant la main. Alors peut-être, Francis Rocard, la première question qu'on aurait envie de vous poser, c'est en définitive, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre, Dernière nouvelle de Mars, la conquête, la mission du siècle? Oui, d'abord, un mot sur le titre. En fait, ce titre n'est pas très heureux parce que c'était une collection et donc toute la collection Flammarion, c'était Dernière nouvelle 2. Et donc je n'avais pas le choix. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté le sous-titre La mission du siècle pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, on parle de la mission d'envoyer un ou des hommes et femmes sur Mars à l'horizon du milieu de ce siècle. Et alors, pourquoi ce livre? Parce que alors c'est un sujet qu'on retrouve fréquemment dans des livres que parfois je lis, parfois je ne lis même pas, qu'on retrouve dans des films de science-fiction. Je pense que l'un des plus intéressants sur le réalisme, c'est Seul sur Mars, qui est sorti récemment. Et je dirais le problème que moi j'ai vécu, m'occupant de l'exploration du système solaire au CNES, je ne suis pas en charge formellement de m'intéresser à l'homme sur Mars, mais en fait, pour vous dire les choses franchement, personne ne s'intéresse à l'homme sur Mars au CNES. C'est tellement lointain, tellement ambitieux, ce ne sont que les Américains aujourd'hui qui réellement s'y intéressent et font des études complètes sur le sujet. Et le problème que j'ai ressenti, c'est que je ne comprenais pas très bien de quoi on parlait et qu'est-ce que ça voulait dire envoyer des hommes sur Mars. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes de réalisation, de difficultés technologiques, de fabrication d'une grosse fusée, on va y revenir, notamment du système d'atterrissage sur Mars, le système de redécollage qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle en anglais, le MAV, des problèmes de radiation, des problèmes d'énergie. On va voir que le nucléaire spatial refait son apparition. Et tout ça était un peu obscur, mais par chance, les Américains ont une politique, on va dire, qui est très transparente sur leur documentation quand elle n'est pas considérée comme secrète, bien sûr. Et donc, il y a eu une demande du Congrès. Donc, ce n'est même pas la NASA, c'est le Congrès américain qui ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait dans ce domaine, qui a demandé au National Space Council, c'est-à-dire c'est le conseil spatial qui est rattaché au Congrès, et
et qui a pour objectif justement de réaliser un certain nombre d'études sur la demande du Congrès. Alors déjà, ils ont mis 2 ans à se mettre d'accord sur quelle était la demande. Bon, donc il y a eu les allers-retours qui ont pris un peu de temps. Et ensuite, il y a eu 2 ans de travail par ce National Space Council. 110 personnes ont travaillé pendant 2 ans et ont produit un rapport à l'été 2014. Ce rapport s'appelle en anglais, il est sur Internet, vous pouvez le télécharger, il s'appelle Pathway to Exploration. Il y a un titre derrière, mais rien qu'en tapant ça sur Google, vous le trouverez assez vite. Et j'ai téléchargé ce rapport, j'ai commencé à le regarder, je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai même imprimé, je lui ai mis une reliure spéciale et il trône sur mon bureau depuis 5 ans, 7 ans maintenant, parce que c'est un peu la Bible, parce que tout est dedans et parce que il y a une vraie transparence sur qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qui est difficile. Mais quand on dit qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qui est difficile pour nous les Américains compte tenu de ce qu'on a fait avec Apollo. C'est même pas le CNES, c'est vraiment l'état de l'art aux États-Unis qui est intéressant de comprendre. Et ce rapport m'a beaucoup éclairé et donc je me suis dit que ça valait la peine de le transcrire en des mots simples dans ce petit livre qui permet de comprendre un petit peu de quoi on parle. Voilà. Et notamment du fait que si vous vous souvenez, pour les anciens, les plus anciens, moi j'étais très jeune, mais comment ça s'est passé au moment d'Apollo? Les Américains prennent une claque qui s'appelle Sputnik en 57, et de pas beaucoup, hein, de quelques mois. Hein. Explorer 1 aux États-Unis, c'était janvier 58, et une deuxième claque en 61 qui s'est appelée Gagarine, premier homme dans l'espace. Donc, le président des États-Unis de l'époque, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy, a estimé que ça suffisait, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et donc, il a consulté certains experts en leur demandant il faut réagir, on ne peut pas rester comme ça. Et il a mis 1 mois à réagir, puisque Gagarine, c'était en avril, et son discours célèbre, en fait, il l'a fait 2 fois. Mais le premier discours de Kennedy important, il est de mai 61. Donc, 1 mois plus tard, mai 61, Kennedy fait ce discours. On va aller sur la Lune avant la fin de la décennie, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Enfin, vous connaissez les paroles célèbres de Kennedy. Et la grosse machine américaine se met en route. Le Congrès vote des budgets. Quand vous regardez le profil budget, la NASA en 61 n'existe pratiquement pas. C'est le budget de l'époque, je crois que c'est 500 millions de dollars. Et en l'espace de 4-5 ans, puisque le pic de dépenses est toujours avancé par rapport à 69 Armstrong, donc le pic de dépenses est 65, 66, le budget de la NASA va être multiplié par 25 ou 30. Voilà. Bon. Et tout est fait en parallèle. On fait la grosse fusée, qui s'appelle la Saturne V, le véhicule d'atterrissage, le petit rover qui va les promener sur la Lune, tout est fait en parallèle. Et le maître mot, c'est il n'y a pas de problème d'argent du moment que vous êtes à l'heure, du moment que vous arrivez à faire les choses à temps, nous on finance, etc. C'est comme ça que c'est fait Apollo. Et ça a été un énorme succès, bon, ça vous le connaissez bien, 69, et jusqu'en 72, date à laquelle, je crois que c'est Nixon qui était au pouvoir, a considéré que la démonstration était faite et donc on arrêtait. Mais mon point sur cet aspect, c'est que ce schéma Apollo, où finalement il y a une décision un jour et boum, ça part, est absolument inconcevable maintenant. Inconcevable. Pourquoi? Parce que même pour les Américains aujourd'hui, l'effort à accomplir en termes technologiques, en termes de dépenses financières, le Congrès n'acceptera jamais de doubler ou tripler le budget de la NASA, qui est aujourd'hui de 20 milliards par an. Donc, le maître mot, le mot-clé qui est dans le rapport, il est même dans le titre, c'est pathway. Et pathway, ça veut dire qu'il va falloir trouver le chemin. Les Américains sont en orbite basse avec l'ISS depuis maintenant une vingtaine d'années. D'ailleurs, je dirais, il y a un effet de lassitude. Il faut maintenant passer au-delà de l'ISS, et puis c'est bien ça le sujet. Et donc, le but, c'est d'aller
à la surface de Mars. Et pour cela, il y a un certain nombre de chemins possibles, d'étapes stratégiques intermédiaires donc on peut passer par l'orbite lunaire, on peut passer par l'orbite de Mars. Derrière, on peut passer par Phobos, lune de Mars, ou même par un astéroïde. Alors, quel est l'intérêt de toutes ces étapes? C'est de développer progressivement, on va dire presque décennie par décennie, tous les véhicules nécessaires à l'accomplissement de la mission la plus difficile, qui est l'homme à la surface de Mars. Donc, toutes ces étapes intermédiaires sont beaucoup plus faciles et donc il y a un certain nombre de chemins possibles. Donc le rapport de 2014 donne les forces et faiblesses de chacun de ces chemins, et en 2015 puis en 2017, la NASA a fait son premier choix stratégique, qui a été de décider de faire la Lunar Orbital Platform Gateway, c'est-à-dire une petite station en orbite lunaire qui va arriver en construction très rapidement. C'est-à-dire que dès les années 2022-2023, on va voir des lancements pour installer, module par module, cette station de l'orbite lunaire. Alors, quel est l'intérêt de cette station de l'orbite lunaire? C'est d'une part d'opérer une station à 400 000 km de la Terre et non plus à 400 km, qui était la distance de l'ISS. Donc, on est 1000 fois plus loin. Alors, petite histoire, quand on sera sur Mars, on sera encore 1000 fois plus loin. On sera plutôt au maximum à 400 millions de kilomètres. Mais déjà, l'autonomie de ces stations devra être très, très forte par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'ISS. Et par ailleurs, ça permettra de développer, d'une part, la grosse fusée qui va servir à toute cette entreprise, qu'on appelle le Space Launch System, ou SLS, qui est en fait la Saturne V, souvenez-vous, c'était celle d'Apollo, la Saturne V du XXIe siècle. Et le SLS est une fusée qui est en préparation déjà depuis plusieurs années et qui va être lancée pour la première fois en novembre 2021. Donc très bientôt, dans à peu près 6 mois, on va voir ce premier lancement de SLS qui sera un lancement automatique. Il n'y aura personne à bord, mais déjà une mission. Et donc, voilà, donc ça c'est la première étape, et je ferai un commentaire, c'est que cette première étape est, je dirais, quelque part la facilité, puisque on y reviendra plus tard, mais les éléments les plus difficiles de la mission sont repoussés à plus tard, comme par exemple l'atterrisseur martien ou même celui qui redécolle de Mars. Voilà, donc la justification du livre pour répondre à la question, c'est d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette volonté d'aller sur Mars, et comment surtout ça pourrait se faire, surtout qu'Elon Musk raconte, j'allais dire n'importe quoi. Il ne raconte pas complètement n'importe quoi. Il fait des choses quand même très, très impressionnantes, et il ne faut pas le sous-estimer. Mais il est hyper optimiste quand il parle d'envoyer des hommes sur Mars. Et d'ailleurs, toutes ces dates sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc, plus personne n'y comprend rien sur quand ces choses-là vont se passer. Mais j'y reviendrai. Alors précisément, quand on lit votre livre, on voit les difficultés énormes à venir pour qu'enfin les hommes puissent arriver sur Mars. Et donc, le livre est en fait décrit l'aventure, j'allais dire, année par année, pour arriver à faire arriver un homme ou des hommes sur Mars. Et les obstacles semblent être souvent, parfois même incontournables ou même pas du tout acquis. Alors justement, ma question serait maintenant, pourquoi en fait envoyer un homme sur Mars? Pourquoi envoyer des hommes sur Mars? Qu'est-ce qu'on risque d'y trouver? Est-ce qu'on risque d'y trouver des traces de vie anciennes, voire actuelles, ou des minerais précieux, les fameuses terres rares là, que les Chinois ont, mais que le reste du monde n'a pas? Enfin, quel est l'intérêt d'envoyer les hommes sur Mars
alors qu'on pourrait imaginer d'envoyer des robots à la limite. Ce serait peut-être moins dangereux. Bon, Oui. voilà les images. Alors, Monsieur oui, ça, Rocard. c'est une image, c'est pas une image à moi, hein, mais c'est une image de l'arrivée de Curiosity ou Perseverance avec son module de croisière. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, le, le pourquoi n'est en aucun cas n'est réellement scientifique. C'est-à-dire la problématique de la vie sur Mars va être traitée par ailleurs, et d'ailleurs le programme est en cours. Bon, pourquoi on a envoyé 11, c'est surtout les Américains, mais pas seulement, un petit peu l'Europe, un petit peu à une époque l'URSS. Pourquoi on a envoyé 50 missions vers Mars depuis les années 60? C'est parce que Mars est l'objet dans l'univers le plus facile d'accès, je dirais même le plus proche, encore que la notion de distance est assez relative, où la question de la vie extraterrestre se pose. Voilà. C'est pour ça qu'on se focalise sur Mars depuis fort longtemps, euh, c'est qu'on pense qu'il y a eu de la vie. Alors, à l'époque des missions Viking, qui était une espèce de coup de poker américain, c'était en 1976, les Américains ont envoyé 2 engins identiques. Il y a eu un orbiteur, mais il y a des engins qui se sont posés au sol, dont le but était de détecter la vie à la surface, la vie vivante à la surface de Mars. Ça a été un formidable succès technologique et un superbe échec scientifique. Superbe parce que l'exploit était colossal, parfaite réussite, mais résultat totalement négatif. Donc, il n'y a pas de vie en surface de Mars aujourd'hui, vivante. Ça a été dur à encaisser pour les scientifiques, la NASA aussi. Il y a eu un abandon de Mars depuis de 20 ans. Et depuis, la stratégie scientifique a été a été revue. Voilà Viking. Là, vous avez l'atterrisseur Viking avec son bras qui collecte des échantillons. Et la stratégie actuellement, c'est de rechercher des traces de vie ancienne. Donc, on n'a pas du tout la volonté de trouver des bactéries vivantes. On pense qu'on n'en trouvera pas parce que s'il en existe sur Mars aujourd'hui, elles sont à 2-3 km de profondeur. Et donc, ce n'est pas demain la veille qu'on va pouvoir creuser, sauf peut-être avec des hommes. Ça, on en reparlera. Et donc, on cherche des biosignatures, c'est-à-dire des traces sous forme de minéraux, de cailloux, soit sous forme de molécules, dont on peut affirmer que, par exemple, certaines molécules, on peut affirmer que cette molécule a été fabriquée par du vivant. Donc, cette molécule n'est pas vivante, mais on peut affirmer que telle molécule, par exemple, le rapport isotopique sur le carbone 12 normal, classique, et le carbone 13 qui est son isotope lourd, ce rapport carbone 12, carbone 13 dépend de son origine biologique ou minérale. Donc, en faisant ce rapport, on peut dire le charbon que j'ai trouvé dans un feu préhistorique, je peux non seulement le dater, mais je peux aussi affirmer que ce charbon vient du bois, qui est donc du végétal, donc du vivant, et non pas du coke, du charbon minéral. Voilà, c'est ça c'est un exemple de biosignature. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez que Persévérance s'est posée très récemment. Il y a un petit hélico qui s'amuse à monter en l'air, c'est assez amusant et ça marche très bien. Mais l'objectif numéro 1 de Persévérance, c'est pas celui-là, c'est de recueillir des échantillons, de les mettre dans des tubes qui font à peu près cette dimension, quinzaine de centimètres, 1 centimètre de diamètre, et scellés, bien fermés, pour des raisons de protection planétaire, 30 tubes, et tel le petit poussé, Persévérance, donc ce gros rover d'une tonne, va poser ces petits tas de tubes les uns derrière les autres, et plus tard, 2026 probablement, si tout va bien, un autre engin va se poser pas très loin de ces petits tas, va les récupérer, va les envoyer en orbite. Voilà, Persévérance que vous avez ici, avec devant le système de collecte sur ce bras.
Tout en haut, d'ailleurs, c'est l'instrument franco-américain Supercam, qui marche très bien et qui aide à choisir les meilleurs échantillons. Et ensuite, donc, on va envoyer ces échantillons en orbite martienne. Et puis, un autre engin qui sera européen, celui-là, va récupérer ce conteneur pour le ramener sur Terre en 2031. Et avec ces échantillons, on espère trouver les preuves d'une vie ancienne sur Mars. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le job est en train de se faire pour la question de la vie, ce n'est pas l'homme sur Mars qui la traite. Alors donc, pour répondre à la question du pourquoi, il y a 20 pages dans le rapport, donc je ne vais pas détailler ces 20 pages, mais en gros, il n'y a aucun argument rationnel qui tient la route. Il n'y a pas de business. Il n'y a aucun business. Il n'y a que des dépenses. Il n'y a pas de recette avec Mars. Il faut pas. Les terres rares, il n'y a aucun espoir d'en trouver sur Mars. Il n'y a pas d'espoir de trouver des métaux rares, je ne sais pas, de l'or, du platine, des choses comme ça. Non, ça c'est plutôt sur les astéroïdes qu'il y a un certain attrait, même si c'est extrêmement spéculatif. Je vous conseille pas d'investir dans des sociétés comme ça parce que le risque qu'elles fassent faillite sont énormes. Néanmoins, il y a des boîtes américaines qui travaillent là-dessus. Personnellement, je suis assez sceptique qu'on fasse un jour du business comme ça, mais il y a des gens qui prennent des risques. Et pour les développements technologiques, c'est oui, il y a des retombées pour tout à chacun de ces programmes, mais ça n'explique pas les sommes ça ne justifie pas les sommes qu'on va dépenser. Il n'y a pas de chiffre, hein, mais en gros, on pourrait imaginer sur 30 ans, peut-être 400 milliards de dollars. Donc, à la finale, le pourquoi de ce programme, qui est aujourd'hui, encore une fois, américain presque à 100%, en tous les cas dans la volonté, et pour l'instant exclusivement américaine. Les Chinois ne sont pas du tout encore dans cet objectif. Pour l'instant, ils veulent faire Apollo, les Chinois. Hein. Ils veulent mettre un homme sur la Lune. Et déjà c'est énorme. Et donc, en gros, vous avez un programme de vols habités aux États-Unis qui justifie et qui dépense 10 milliards de dollars par an. Ça, c'est l'ISS. L'ISS, ça fait 20 ans que ça dure, et encore une fois, il va falloir arrêter. Elle va devenir dangereuse, elle va devenir dangereuse pour la sécurité. Et donc, si on arrête l'ISS, il faut tout de suite passer à autre chose. Et là, vous avez un formidable lobbying interne aux États-Unis, qui sont les grands industriels américains qui touchent les contrats, mais aussi les États. Vous savez que les sénateurs ou les congressmen viennent d'un État. Celui, par exemple, du Texas, il y a Houston, qui est un énorme centre NASA. La Floride, c'est Cap Canaveral, énorme centre NASA. Donc, tous ces États ont des jobs dans le spatial. Et donc, il y a une force considérable interne aux États-Unis pour faire que keep the momentum. Il ne faut surtout pas que ces programmes habités s'arrêtent. Or, aujourd'hui, si on veut continuer dans les vols habités, la Lune, ils l'ont déjà fait, ils ont coché la case. Alors, ils vont y retourner, ok, mais c'est quand même pas ça qui stimule aujourd'hui les Américains, c'est pas de retourner sur la Lune. Et après, il n'y a pas d'autres destinations. Il y a astéroïdes et Mars, mais astéroïdes, c'est assez exotique et c'est pas très. Mars a quelque chose de plus, je dirais que ça fait plus rêver. Il y a cette confusion avec la problématique du vivant que tout le monde fait, même si ce n'est pas l'objectif d'envoyer des hommes sur Mars, de s'intéresser aux vivants. Quand ils y seront, on verra ce qu'ils feront. Hein. Vous savez, personne ne sait aujourd'hui exactement ce qu'ils vont faire. La moitié de leur temps d'un astronaute dans l'espace consacré à sa propre survie. Dans l'ISS, c'est pareil. Il s'occupe de vérifier que l'ISS marche bien. Et après, il fait des expériences. Mais on verra bien, ils feront des choses certainement très intéressantes à partir du moment où ils sont sur place. Donc, c'est ça le pourquoi. Et c'est un pourquoi très politique, très stratégique, au sens président des États-Unis aucun président des États-Unis n'a dit on n'ira pas sur Mars. Pourquoi? Parce que c'est insulter l'avenir. Et un président des États-Unis, vous savez, il a une durée de vie très courte, hein, il est 4 ans ou 8 ans. Au-delà, boum, il disparaît. Et le suivant pourrait dire, moi, non, je ne suis pas d'accord, on va y aller. Donc, un président peut défaire ce que le précédent a fait. Donc, même Barack Obama, quand il a annulé un programme lunaire habité qui s'appelait Constellation en 2010, s'est bien gardé de dire on n'ira pas sur Mars. Il dit non, on ira, mais attendez,
ça sera pour plus loin, on va faire quelque chose de moins ambitieux à court terme. Donc, quand c'est à très long terme, ça ne coûte rien. Et donc, cet objectif à très long terme, qui ne coûte rien, finalement, il est présent depuis 50 ans. Alors, je dirais même depuis 70 ans, puisque Von Braun a écrit, Von Braun, c'est le père de la Saturne V, a écrit un livre, The Mars Project, en 1952. Vous voyez que c'était déjà dans la tête des ingénieurs du spatial aux États-Unis. Là, vous voyez Persévérance en train d'atterrir. Alors, ce système d'atterrissage, celui de Persévérance que vous avez sous les yeux, malheureusement, on ne peut pas l'appliquer à l'homme sur Mars. C'est pas du tout, on peut pas en anglais on dit scalable, on ne peut pas le grossir pour mettre un véhicule habité en dessous. C'est pas possible. Donc, il va falloir inventer autre chose, et cette autre chose est beaucoup plus complexe. Voilà, ça c'est pour répondre à la question du pourquoi. Précisément, pour voir un peu plus clair dans les prochaines décennies, est-ce que vous pouvez décrire un peu les grandes phases du programme jusqu'à, disons, 2050, telles qu'elles sont relatées en fait dans votre livre, puisqu'en fait on suit étape par étape l'avancée de la mission du siècle, comme vous l'appelez. Et peut-être quel est le lien, quel est l'apport de la station spatiale, l'ISS actuelle, et de tout ce qu'on entend actuellement à la télévision avec Thomas Pesquet, etc. Quel est le lien de cette mission Alpha, parce que c'est son nom, avec la conquête de Mars, avec l'arrivée de l'homme sur Mars? Alors, je vais déjà répondre pour Alpha. Donc, depuis plusieurs années, une dizaine d'années, je crois, à peu près, la NASA a décidé de faire des vols de longue durée, de 6 mois, à bord de l'ISS. Et ce chiffre de 6 mois est, je dirais, directement lié à la durée du voyage sur Mars. Pour aller sur Mars, il vous faut 6 mois. Bon, donc voilà, ces vols de longue durée de 6 mois sont faits pour préparer un vol de longue durée vers Mars, mais vous allez me dire ça ne suffit pas, puisqu'il y aura le séjour derrière et puis il y aura le retour. Aujourd'hui, de façon classique, quand je dis classique, ça veut dire non nucléaire, l'aller-retour, donc 6 mois aller, 6 mois retour et 500 jours sur place, on est à une mission qui dure 900 jours, presque 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de séjour de 2 ans et demi, 3 ans pour l'instant dans l'ISS, mais petit à petit, je dirais, les choses vont se faire, et c'est ça l'objectif de la mission Alpha. Ce sont des missions de préparation de ce type. Alors maintenant, les étapes, donc la fameuse Gateway, station spatiale orbite lunaire, étape qui a été perturbée par, voilà, ça c'est Thomas Pesquet dans son. Alors c'est la capsule de SpaceX, hein, c'est quand même SpaceX qui a doublé Boeing, et donc Boeing est complètement à la ramasse, comme on dirait vulgairement, puisque Boeing n'a toujours pas fait voler sa capsule, alors qu'il y a 2 capsules en compétition pour desservir l'ISS. Alors Trump a un peu bouleversé la stratégie américaine, puisque Trump a, en gros, il a dit à la NASA, écoutez, c'est bien votre truc, mais non, moi ce que je veux, c'est que vous mettiez les hommes sur la surface de la Lune. Et ça, vous allez le faire pour 2024. Pourquoi? Et tout le monde a interprété ça, parce que ce serait la fin de mon 2e mandat. Alors, il n'a pas été réélu, mais il ne le savait pas. Et donc, il voulait être l'homme qui a remis. Voilà. Et donc, ça a bouleversé la NASA, qui a été bien obligée de respecter la volonté du président américain, et donc qui a préparé en parallèle de sa LOPG qu'elle voulait faire, un atterrisseur sur Mars, sur la Lune, et pour 2024. Alors, cette date de 2024, plus personne n'y croit. Mais le programme n'est pas abandonné du fait que Biden ait été élu. Et il y a eu un appel d'offres avec 3 sociétés récemment. Donc, SpaceX a répondu, Bezos a répondu, et le 3e, Dynetics, qui est moins connu. Personnellement, je pensais que SpaceX n'avait absolument aucune chance. L'idée, c'était de fabriquer l'engin qui allait se poser sur la Lune et redécoller. Parce que c'est son fameux Starship. Je ne sais pas si vous avez une image du Starship à mettre à l'écran, ça serait intéressant. C'est la fusée Tintin, un Starship. Hein. Quand vous la voyez, c'est une fusée qui se pose verticalement, et l'intégralité de la fusée redécolle. C'est vraiment Tintin. Hein. Et c'est un schéma qui est désoptimisé.
par rapport à un schéma plus classique, qui est un schéma Apollo, où vous avez un engin petit qui se pose et un tout petit engin qui redécolle. Ça, c'est le schéma optimisé, qui était le schéma des deux concurrents. Et néanmoins, à ma grande surprise, je veux dire que je suis tombé de ma chaise, la NASA a sélectionné SpaceX pour l'atterrisseur lunaire. Alors d'ailleurs, depuis, les deux concurrents battus font appel de la décision. Donc, on rentre dans un imbroglio juridico. Voilà, ça, c'est SpaceX dans la version, c'est le Starship, pardon, dans la version d'arrivée vers Mars, où c'est comme la navette spatiale, donc elle se freine avec un bouclier thermique. C'est la première étape. Il y aura évidemment pas de parachute dans ce schéma-là. Et ensuite, elle va se retourner. Là, elle est en train de freiner tel un fer à repasser, parce que c'est assez lourd. Et ensuite, elle va se retourner, se mettre verticalement et allumer ses moteurs et se poser telle la fusée de Tintin. Et c'est ce qui va se passer sur la Lune. Ça sera encore plus simple sur la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il y aura uniquement à se poser vraiment comme Tintin et Hergé l'avaient imaginé. Et ça, on va assister à cette mission avec le retour des hommes et d'une femme. La NASA insiste beaucoup. Il y aura une femme dans la première mission. Ils seront 2, je crois, à la surface. Pour 2026 probablement, 2027, 2028. Ça dépend du Congrès, parce que le Congrès américain rechigne à financer le complément pour faire cette partie atterrissage sur la Lune. Mais bon, les choses vont se faire petit à petit. Après, cette étape lunaire, pour moi, c'est la grande inconnue. J'en parle un tout petit peu dans mon livre. Le risque, c'est l'enlisement sur la Lune. C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, le discours NASA, c'est la Lune pour Mars, n'est qu'une étape. Le risque, c'est que, venant même des politiques, de dire, écoutez, on est sur la Lune, on est très bien, on continue, pourquoi aller s'embêter avec Mars? Et on pourrait y rester 20 ans, 30 ans sur la Lune. Donc, ça veut dire que si on y reste 20 ans, 30 ans, l'objectif martien, il subsiste, mais il est repoussé au calendrier grec. C'est plus 2050, ça devient 2060. Donc, je suis absolument incapable de vous dire combien de temps la NASA va rester sur la Lune avant de réellement commencer à envoyer des missions vers Mars. Alors, si on parle des premières missions vers Mars, souvenez-vous, ceux qui s'en souviennent, avant Apollo 11, qui était Armstrong et Aldrin, il y a eu Apollo 10, Apollo 9, Apollo 8. Et ces 3 missions-là, c'était des missions préparatoires. Toutes habitées, certaines effectuaient des rendez-vous, non pas en orbite lunaire, mais en orbite terrestre, pour valider tout le processus complexe, sauf l'atterrissage, évidemment, celui-là, on ne pouvait pas le valider, mais tout le reste était validé dans l'espace, il y avait des rendez-vous, il y avait des choses comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Pour Mars, c'est la même chose. Il va falloir valider un certain nombre de choses. Et à mon avis, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va faire la mission la plus simple qui soit vers Mars. Alors, elle sera automatique ou habitée. Ça, c'est un choix. La NASA fera ce choix. Ça peut être automatique. Comme je vous l'ai dit, le SLS en novembre va partir. Il n'y aura personne à bord. Elle sera automatique. C'est un problème de sécurité. Et après, on met des hommes si on voit que ça marche bien. Pour Mars, ça sera la même chose. Peut-être la première sera automatique. Et cette première mission, c'est je pars vers Mars. Donc, je vous ai dit, c'est 6 mois pour y aller. Je ne m'arrête pas. Je prends 3 photos, mais pas plus. Enfin, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que je prends 3 photos, je survole Mars, je fais coucou, et je continue. Et je fais un tour autour du Soleil. Et cette mission-là va durer 1 an et demi. C'est la durée pour faire un tour autour du Soleil en passant par Mars. Alors, cette mission, vous allez me dire, elle ne sert à rien. Ben oui, elle ne sert à rien sur le plan scientifique, c'est sûr. Sur le plan de la préparation, elle est très, très utile parce qu'elle permet à un véhicule à terme habité, on peut dire autour de 300 tonnes. Sachant que le SLS met 100 tonnes en orbite basse, donc il faut lancer 3 fusées SLS, énormes fusées, pour assembler un train spatial de 300 tonnes qui va faire ce voyage autour du Soleil. Et ça sera la première mission. Et si l'enlisement lunaire n'a pas lieu, c'est-à-dire si on bascule assez vite vers les missions martiennes, on peut imaginer dans les années 2030, c'est-à-dire dans 10-15 ans. Quand je dis 2030, ça va jusqu'en 2039, bien sûr. Donc, dans les années 2030, on peut imaginer cette mission qui fait le survol, qui sera extrêmement symbolique pour les Américains. Et ensuite, on passera à une mission déjà beaucoup plus complexe, qui va consister à aller vers Mars avec des hommes,
Et cette fois, on se met en orbite. Et on se met en orbite avec un engin qui va devoir vivre. On est soumis. Voilà le Starship avec son premier étage qui redescend. Elon Musk dit qu'il peut mettre 100 personnes à bord. C'est un engin absolument énorme en termes de taille. Je crois qu'il fait 10 mètres de diamètre. Donc, c'est vraiment absolument colossal. Et c'est ça qu'il veut faire atterrir sur la Lune. Le problème, par exemple, c'est que les hommes, ils sont en haut de l'image, là où il y a les hublots, qui sont assez bizarres d'ailleurs. Il faudra un ascenseur, comme pour Tintin, pour les descendre à la surface de la Lune, tout simplement. Donc, tout ça est assez compliqué. Alors, je continue sur mon processus. Après ce survol, il y aura, à mon avis, l'étape incontournable, c'est l'orbite martienne. Et donc là, on va envoyer, il va falloir construire ou envoyer directement, avoir une station spatiale en orbite martienne. Et donc là, on est plutôt dans la gamme 500 tonnes, un engin très lourd, peut-être avec le nucléaire, on va en reparler. Et dès que vous allez vous mettre en orbite martienne, si vous avez vu le film Seul sur Mars, je vous invite à le voir parce qu'il est assez plaisant et il est assez, à part quelques erreurs, il est quand même assez exact sur toute la problématique. Eh bien, vous allez être obligé de rester 1 an et demi en orbite martienne. Ça, c'est la balistique, c'est-à-dire c'est la mécanique spatiale, le fait que la Terre et Mars tournent autour du Soleil, chacun à son rythme, nous c'est 1 an, Mars c'est plutôt 2 ans, eh bien la fenêtre de retour ne se rouvrira que 500 jours plus tard, après votre arrivée en orbite martienne. Donc vous êtes obligé de rester 1 an et demi, ça c'est une énorme contrainte. Alors il y a un faux retour, c'est bien traité dans le sujet, dans le film Seul sur Mars, il y a un faux retour un mois après l'arrivée. Alors pourquoi je dis que c'est un faux retour? Parce que ce retour est assez complexe. Il va durer plus d'1 an, de 400 jours à peu près. Il vous oblige à faire un tour et demi autour du Soleil et à passer par Vénus pour vous faire de l'assistance gravitationnelle. Quand on dit qu'on passe vers Vénus, il ne faut pas oublier que ça chauffe. Et ça, pour les hommes, on n'aime pas trop que ça chauffe. Il faut dire les choses simplement. Et donc, je suis absolument incapable de vous dire que la NASA va utiliser ce faux retour avec un séjour d'1 mois ou pas, ou si elle va aller directement vers le séjour long de 500 jours. Et quand cela aura été fait, ensuite, on pourra passer à l'étape finale, qui est… alors là, il y a deux catégories dans l'étape finale, donc l'homme sur Mars, le but ultime, c'est soit on met sur ces stations en orbite, c'est ce qui va se passer d'ailleurs sur la Lune, on va le vivre comme ça. On est en une station en orbite martienne et de temps en temps, un équipage vont dans une espèce de chaloupe et vont descendre sur Mars, vont faire ce que les Américains appellent une sortie. Et je dirais que l'intérêt de cette mission-là, c'est que vous avez coché la case. Ça y est, l'objectif est atteint. Mais vous n'avez pas eu besoin de construire toute une base martienne. Vous avez sûrement des images de bases martiennes. Vous tapez base martienne sur Google, on en voit partout. Et construire une base martienne, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire très complexe qui va nécessiter, vous savez qu'on peut tirer vers Mars des fusées tous les 2 ans, donc 2 ans avant ou 4 ans avant, peut-être même 6 ans avant, vous allez commencer à envoyer des modules sur Mars, automatiques, qui vont se poser. Ces modules, ils seront soit à roulette, soit il y aura un transporteur à roulette. Il va falloir assembler les modules pour construire la base. Tout ça en automatique, sans les hommes, bien sûr. Et c'est que quand la base sera construite que vous enverrez les hommes et qui pourront y vivre dedans. Donc, entre la sortie schéma simple et la vraie base, là, c'est des choix stratégiques et je laisse la NASA le faire. Néanmoins, et j'insiste là-dessus, dans les 2 cas de figure, vous avez un problème. Et le problème, qui est peut-être le problème le plus difficile, c'est de redécoller de Mars, ce qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle, donc le MAV. En gros, pour faire simple, soit vous faites comme SpaceX, vous apportez une fusée et elle est pleine, elle a suffisamment de carburant pour redécoller, et redécoller uniquement en orbite martienne, hein, pas plus loin. Mais déjà, ça veut dire que votre fusée va peser, je ne sais pas, 80-100 tonnes. Enfin, ça va être une fusée absolument énorme. Soit vous
vous passez par une étape qui va consister à essayer de fabriquer votre carburant sur Mars. Et comment vous allez faire? Vous savez que sur Avoir de persévérance, il y a un petit instrument qui s'appelle MOXIE, qui est un démonstrateur de transformation de CO2 en oxygène. Et le carburant que l'on cherche à faire sur Mars, c'est oxygène liquide, méthane liquide, CH4. Et donc, à partir du CO2 atmosphérique, on fabrique l'oxygène. Et à partir de l'eau plus du CO2, beaucoup d'énergie, H2O plus CO2, vous cassez tout ça, vous fabriquez CH4 et peut-être un peu d'hydrogène, d'oxygène, peu importe. Mais vous avez oxygène liquide, méthane liquide. Vous mettez ça dans des réservoirs et ce sont des carburants de fusée. Voilà. Et cette étape-là nécessite toute une infrastructure au sol. Avant même la sortie dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous êtes obligé un peu de passer probablement par cette étape qui peut être complètement automatique. Il n'y a pas forcément besoin d'hommes pour fabriquer du CO2 ou fabriquer du méthane. Voilà. Je crois que j'ai à peu près décrit les étapes. Et en gros, le schéma du rapport de 2014 met l'homme sur Mars au-delà de 2050, raisonnablement. Mais une précision quand même pour le carburant. En fait, si j'ai bien lu votre livre, en fait, c'est une hypothèse pour le moment. On ne sait pas encore si on arrivera à fabriquer réellement ce carburant, alors que c'est un élément quand même essentiel pour la mission. Donc, ça fait partie des points un peu en pointillés, j'allais dire, que vous évoquez dans un chapitre de votre livre. Oui, il y a deux énormes points d'interrogation dans toute cette affaire. Ce que j'appelle les technologies facilitantes, il y en a deux. J'en ai parlé d'une, c'est justement fabriquer les ergols sur Mars. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on va y arriver. Mais tant qu'on n'a pas essayé, alors pour le CO2, ce n'est pas très compliqué. Moxie est un démonstrateur et aujourd'hui, quand Moxie travaille 1 heure, il fabrique de l'oxygène pour que vous respiriez une personne pendant 5 minutes. Le problème, c'est aux 5 grammes, je crois, d'oxygène, si je ne me suis pas trompé. Le problème, c'est pour le MAV, il en faut 50 tonnes d'oxygène. Voilà. Donc, il va falloir un MOXIE taille gigantesque et du temps, probablement 1 année, 2 années pour faire tourner la machine, pour fabriquer de l'oxygène, pour avoir 50 tonnes. Qu'il va falloir stocker, l'oxygène liquide, donc il faut le refroidir, ça nécessite de l'énergie. Donc voilà, ça c'est MOXIE, c'est la boîte dans lequel qui est en train d'être mis dans le rover Persévérance et qui a fourni ces fameux 5 grammes d'oxygène pour la première fois de l'histoire. Ça, c'est une technologie facilitante et vous avez raison, personne ne peut dire aujourd'hui que ça sera faisable, mais la NASA s'en donne les moyens et aujourd'hui, elle s'en donne les moyens, non pas sur Mars, mais d'abord au pôle sud de la Lune. C'est pour ça que vous avez un intérêt très fort actuellement pour tout le monde vers le pôle sud de la Lune. Alors, le pôle nord, c'est pareil, mais je trouve que le pôle sud, il y aurait un peu plus de glace d'eau. Et le but, c'est d'aller voir cette glace d'eau, savoir combien il y en a, la toucher quasiment, pour quantifier et savoir si on peut l'extraire pour récupérer cette eau. Avec cette eau, on pourrait faire de l'oxygène liquide dont j'ai parlé, mais aussi ça fait de l'eau pour un équipage qui partirait vers Mars pendant 900 jours. Donc, si vous pouvez emmener 20 tonnes d'eau que vous avez fabriquée depuis la surface de la Lune, ça vous coûtera moins cher que de l'amener depuis la Terre. C'est ça le maître mot. Si vous voulez baisser les coûts du programme, il faut baisser la masse. Alors, il y a un terme anglais qui s'appelle IMLEO, Inertial Mass Low Earth Orbit, c'est-à-dire que la masse initiale que vous mettez en orbite terrestre, basse, va vous définir le coût de votre programme. Et si vous arrivez à baisser cette masse, sachant ensuite ces engins partent vers Mars ou partent vers la Lune, là vous avez les pôles avec en bleu, donc là où on pense qu'il y a de la glace, eh bien, vous diminuez le coût du programme. Donc tout le raisonnement des Américains, c'est de diminuer cette masse et avec la fabrication d'eau au pôle sud ou la fabrication d'eau de méthane liquide à la surface de Mars, eh bien, on diminue cette masse et donc finalement, on va gagner de l'argent à la fin. La deuxième technologie facilitant, dont je n'ai pas encore parlé, mais je vais en parler maintenant, c'est le nucléaire spatial, pour deux aspects.
l'énergie. Je vous ai dit que sur Mars, pour casser une molécule, le CO2, c'est une impasse de la chimie organique. Ça veut dire que quand vous fabriquez du CO2, la combustion fabrique du CO2, une combustion complète, une mauvaise combustion et vous intoxique avec du monoxyde de carbone. Mais quand vous avez fabriqué du CO2, il est très très difficile de casser la molécule. Ça demande beaucoup d'énergie, sauf la photosynthèse, qui est un processus du vivant qu'on aimerait bien comment dire, faire au laboratoire, mais en fait, on n'y arrive pas vraiment. Donc nous, on y va avec la physique, et il faut beaucoup d'énergie pour casser la molécule de CO2. Donc, il va vous falloir un réacteur nucléaire à la surface de Mars. Comme vous le savez, l'alternative, ça serait des panneaux solaires, mais comme il y a de la poussière et des tempêtes de poussière, eh bien, si tout d'un coup, toute l'atmosphère de Mars devient opaque, ce qui arrive tous les 10-15 ans, ça arrive, eh bien, vous risquez l'équipage risque de mourir. Donc, mettre un réacteur nucléaire qui serait bien plus léger et bien plus sécurisant que je ne sais pas, 1 hectare ou 2 hectares de panneaux solaires pour faire l'équivalent, ça serait une technologie facilitante. Et également pour la propulsion, parce que quand Elon Musk dit « moi je vais sur Mars en 3-4 mois », c'est vrai, on peut, c'est pas impossible. C'est beaucoup plus compliqué, mais on peut, et notamment avec le nucléaire. Ça, c'est pas Elon Musk qui parle, c'est la NASA qui a lancé depuis 2019. Là, vous avez alors ça, c'est une mission, oui, je ne connais pas cette image. C'est probablement une propulsion nucléaire, mais c'est plutôt russe, ça. C'est assez étonnant, cette image. Mais voilà, en gros, vous avez à l'extrême droite le réacteur, et évidemment, il ne faut pas être proche parce qu'il est très radioactif, et de l'autre côté, vous mettrez l'équipage ou le fret. Et avec du nucléaire, vous pouvez raccourcir le voyage de 6 mois, on peut raccourcir à 4 mois, certains disent 3 mois, mais c'est déjà extrêmement ambitieux. Donc ça, c'est une technologie facilitante, avec le risque au lancement, bien sûr, d'envoyer des matières nucléaires depuis l'espace, qui est un risque qu'il va falloir assumer et plus qu'assumer, c'est-à-dire qu'il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour les populations en Floride, par exemple, s'il y avait une explosion du lanceur sur le pas de tir. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Je ne peux pas vous garantir que l'État américain va dire « bon, allez hop, on envoie du nucléaire, tout va bien se passer ». C'est très délicat, cette affaire-là, mais ils s'en donnent les moyens. En tous les cas, ils développent, que ce soit le MOXIE et que ce soit le nucléaire. Alors, je voudrais rassurer tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai encore 2 ou 3 questions essentielles. Et après, vous allez avoir la parole car M. Rocard a accepté de dépasser un peu notre heure. Et je le remercie d'ailleurs d'avance. Donc, une autre question, M. Rocard, parce que ça nous intéresse particulièrement à l'UNESCO, c'est une question autour du multilatéralisme, à savoir, il y a eu un traité de l'espace en 1967 qui a été signé par une grande majorité d'États et qui instaure en fait l'idée que l'espace est un bien commun de l'humanité et que personne ne peut s'approprier la Lune, Mars ou un astéroïde. Et alors, quand je vous entends depuis 4 heures parler d'Elon Musk, d'Amazon, etc., des astéroïdes qui pourraient avoir des terres rares, enfin, et tout ce business qui pourrait se faire, je me dis, est-ce que ce traité de l'espace va vraiment résister? Est-ce que ce multilatéralisme, ou alors ce multilatéralisme, pardon, va-t-il éclater en éclats avec, une fois de plus, j'allais dire, le secteur privé? Alors, je dirais que dans tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème avec le traité de l'espace. Enfin, aucun. On va dire aucun. Enfin, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec le traité de l'espace. Le fait que vous alliez exploiter l'eau au pôle sud pour en faire des ergols, je ne pense pas que ça, c'est un problème vis-à-vis du traité de l'espace. Le traité de l'espace, effectivement, il a été ratifié par un très grand nombre de pays, à l'inverse du traité suivant de la Lune de 79, qui lui a été ratifié par aucun grand pays spatial. Stipule qu'on ne peut pas s'approprier par acclamation une planète ou un astéroïde ou Mars, sous prétexte qu'on a planté un drapeau en disant ben, maintenant c'est la propriété, ça nous appartient. Alors là où il y a un débat juridique
c'est quand il y a des startups et une volonté d'exploiter, de faire de l'exploitation, soit de la Lune, on a parlé de l'hélium 3, on pourra en reparler, soit, alors pas tellement sur Mars, hein, il n'y a pas d'exploitation de minerais sur Mars qui intéresse. Sur la Lune, ça serait l'hélium 3, où il y a l'eau, bon, mais encore une fois, l'eau, je ne suis pas sûr que ça pose vraiment un problème. Et après, vous avez ce qu'on appelle les terres rares, c'est-à-dire ces atomes métalliques relativement rares et surtout très, très difficiles sur un plan écologique à exploiter. On pourrait le faire en France, mais le coût écologique est très, très dur. Donc on ne le fait pas, on préfère que les Chinois fassent le sale boulot. D'ailleurs, les Américains, ils exploitent leurs terres rares aux États-Unis et ils les envoient en Chine pour en faire des matériaux qu'on puisse ensuite mettre dans les nouvelles technologies, que ce soit les éoliennes, le photovoltaïque, etc., etc. Donc ils demandent aux Chinois de faire le sale boulot. Et, parce que les Chinois sont moins regardants sur la pollution environnementale autour de ces usines. Il y a des tensions sur les terres rares et au point où certains, les prix se mettent à monter et si certains rêvent d'exploiter les terres rares, non pas sur la Lune, mais plutôt sur des astéroïdes, et notamment des astéroïdes, ceux qui sont les plus intéressants pour ça sont les astéroïdes métalliques. Alors, on les connaît à travers les météorites. Il faut savoir que les météorites, on en a 60 000 dans nos collections dans le monde. En plus, les météorites métalliques sont extrêmement solides, donc elles arrivent intactes. Elles sont pas... Donc, on a en proportion beaucoup plus de météorites métalliques qu'il n'y en a en réalité dans l'espace. Ça, c'est un petit détail. Et donc, on les analyse. Et qu'est-ce qu'on a dans ces météorites métalliques? C'est, pour faire simple, je dirais 80% de fer, 20% de nickel. Allez, on dit 19% et il y a 1% du reste. Fer et nickel, on en a du nickel en Nouvelle-Calédonie. Je ne crois pas qu'il y ait un business entre ramener du fer et du nickel. Ça n'a aucun sens de se dire qu'on va faire un business parce que le coût de l'exploitation est faramineux. Donc c'est dans le 1% restant, dont la majorité est du cobalt, qui ne coûte pas encore très très cher, et derrière en pour 1000, c'est-à-dire ça c'est une vue d'artiste de ce que pourrait être un astéroïde métallique, des terres rares. Voilà. Donc, personnellement, d'abord, on n'est jamais allé voir un astéroïde métallique. La mission s'appelle Psyché, l'astéroïde s'appelle Psyché. Eh bien, et cet engin ne va même pas se poser sur Psyché, et on verra bien si on voit s'il y a vraiment du métal en surface, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, je pense que la réalité de l'exploitation des terres rares est, à mon avis, extrêmement spéculative. Et encore une fois, je vous invite à ne pas investir dans ce type de start-up parce que c'est loin, loin, loin d'être gagné. Néanmoins, le débat est là. Pour revenir sur les problèmes juridiques, mon sentiment. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, notamment pour le retour sur la Lune et effectivement l'exploitation de l'eau au pôle Sud? Les Américains, comme ils savent le faire, notamment avec Trump, mais Biden n'a pas beaucoup changé le système pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils refusent le multilatéralisme et ils incitent chaque pays, la France, l'Allemagne, la Russie, mais la Russie a refusé. Le Canada a signé des accords que les Américains appellent les accords Artemis. Et ces accords Artemis nous posent à nous, CNES, des problèmes juridiques qui sont en train d'être évalués par les juristes du CNES, mais avec le ministère dans la boucle, parce que ces accords Artemis posent le problème lié au traité de l'espace. Donc je ne peux pas vous dire si la France va signer les accords Artemis. La NASA nous pousse à le faire. Je ne serais pas surpris qu'à la finale on signe, parce que, encore une fois, c'est de l'exploitation qui n'est pas pour du business, mais pour la mission elle-même, l'eau au pôle Sud. Et donc, peut-être probablement que juridiquement,
les juristes vont trouver une formulation disant que ça ne viole pas le traité de 67. D'accord. Alors, juste avant de passer aux questions des participants, une dernière interrogation concernant les radiations. C'est-à-dire que les astronautes, enfin déjà dans la station ISS, ils sont déjà soumis, mais là, dans la conquête de Mars, ils sont vraisemblablement soumis à une quantité énorme de radiation. C'est pour ça qu'au début de l'entretien, je disais, mais pourquoi des hommes plutôt que des robots? Parce qu'en fait, est-ce que ces radiations, comment va-t-on gérer ce problème des radiations face aux hommes qu'on va envoyer sur Mars et qui seraient peut-être sacrifiés? Enfin, on ne sait pas. Si, on sait un petit peu quand même. Alors, c'est vrai que les radiations sont un problème, sont un vrai problème. Ça veut dire que les doses que vont recevoir les astronautes qui feront l'aller-retour, ils vont être irradiés pendant le voyage, ils vont être irradiés sur Mars et ils vont être irradiés pendant le retour. Parce que sur Mars, l'atmosphère n'est pas assez dense et donc les radiations touchent le sol. C'est d'ailleurs un résultat de Viking de 76 qui fait qu'il n'y a pas de bactéries en surface de Mars. C'est pour les mêmes raisons. Les doses sont dépassées d'un facteur 2, 3, 4, je ne sais pas exactement, c'est bien très technique, par rapport à la norme des travailleurs du nucléaire, norme internationale, en termes de millisieverts que tout travailleur nucléaire ne doit pas dépasser par an, etc. Et là, les doses seront dépassées, c'est certain. Notamment parce que, alors, vous avez deux types de radiation. Je vais essayer d'être rapide. Vous avez, alors, le soleil calme n'est pas un problème. Par contre, quand le soleil rentre en éruption, voilà ce qui s'appelle les solar particle events, c'est une éjection de masse coronale. C'est ce qui vous font, c'est ce que font ces fameuses éjections, c'est ce que fabriquent les aurores boréales, les aurores australes au sud. En passant par les cornets polaires, vous savez, la zone justement qui est un peu en haut à gauche de la magnétosphère, vous avez un passage où les ions peuvent passer. Quand vous avez une éruption, et si cette éruption vient sur vous, parce que l'éruption elle est localisée dans une direction, elle n'est pas partout pareil, et si elle vient sur vous, il faudra que pendant le voyage, vous ayez un module qui soit un peu plus blindé que les autres. Blindage égale poids, masse, et donc c'est toute la station ne sera pas fortement blindée, mais un module sera blindé. En plus, c'est vers le soleil, donc il faudra juste orienter le module avec la paroi blindée vers le soleil. Et ça va durer, on le sait, entre 24 et 48 heures. Donc ça, on pourra le traiter. Ce qu'on ne pourra pas traiter, c'est ce qu'on appelle des rayonnements cosmiques galactiques. Ceux-là, ils viennent de partout, tout le temps. Alors, ce sont des ions, c'est-à-dire que ce sont des atomes ionisés de très très haute énergie, 1000 fois plus énergétiques que les événements solaires. Et donc, le blindage nécessaire pour s'en protéger atteint 1 mètre d'épaisseur. Donc, on ne peut pas. On ne va pas faire des blindages d'1 mètre, c'est complètement illusoire. C'est totalement impossible. Donc, on ne pourra pas se protéger de ces blindages, de ces radiations cosmiques galactiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il faut préciser que les astronautes ne mourront pas pendant le voyage. Par contre, le problème, c'est la probabilité de cancer dans les 20 ans qui suivent la mission. C'est comme ça que c'est formulé dans le rapport en question. Et cette probabilité de cancer qui, normalement, dans la législation, ne doit pas dépasser 30%, d'excès de cancer, hein, on est bien d'accord, c'est l'excès de cancer dû aux radiations ne doit pas dépasser 3%, et bien là, on dépassera largement les 3%. Donc, ça va se traiter, je pense, comme les Américains savent le faire, à travers un comité d'éthique très sérieux, avec une masse de documentation. Voilà. Et pour conclure que, eh ben, écoutez, il suffit de bien informer les astronautes, il suffit donc qu'ils sachent bien que leur vie à long terme, ça aura quand même des conséquences en termes de cancer. Et donc, ça veut dire probablement les astronautes vont signer une décharge en disant « je ne ferai pas de procès à la NASA parce que j'aurais eu un cancer », voilà, ce genre de choses, ça c'est très américain. D'autre part, on sait qu'il vaudra mieux prendre des astronautes plutôt seniors, quinquagénaires, on va dire, dans la gamme des 50 ans, parce que plus vous êtes âgé, moins vous êtes vraiment sensible aux radiations.
On sait que les nourrissons sont très sensibles aux radiations, les personnes âgées un peu moins. Plus le fait que votre sensibilité aux radiations, si vous avez déjà 70 ans, 20 ans plus tard, vous en avez 90. Donc, voilà, de toute façon, la fin est proche. Donc ça sera plutôt des quinquagénaires relativement novices en termes spatial, parce que ce qui importe, c'est la dose intégrée pendant toute votre vie. Et à chaque fois que vous allez dans l'espace, vous récupérez des radiations. Donc, oui, ils seront allés un peu dans l'espace pour s'entraîner, mais pas pendant des voyages longs, des séjours longs, tels 6 mois de pesquet. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Bon, après, le rapport parle aussi du fait que les femmes sont plus sensibles des radiations, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je dirais simplement que c'est compliqué les radiations. Ça fait 50 ans qu'on étudie les radiations depuis que Gagarine, typiquement. Et je ne trouve pas qu'on ait beaucoup avancé sur le sujet. Il n'y a pas de grande révolution. Notamment parce qu'on se rend compte, c'est compliqué, que 2 personnes ne sont pas égales devant les radiations. Il y a des gens qui réparent mieux leur ADN que d'autres. Et ça pourrait être un critère de sélection des astronautes. Si vous réparez bien votre ADN, vous êtes apte. Sinon, vous n'êtes pas sélectionné. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on va passer, si vous voulez bien, aux questions des participants, soit qu'ils lèvent la main, soit qu'ils aient déjà laissé une question. Neda, est-ce que tu as des questions en réserve ou non? Je me demandais, Patrick, comment se positionne l'Europe dans cette course spatiale? Alors, l'Europe, premier point, l'Europe n'a absolument pas la prétention. Il y a des débats en ce moment que je trouve un peu surréalistes sur ce sujet. L'Europe n'a absolument pas la prétention ni la volonté de concurrencer les Américains. On ne va pas, nous les Européens, envoyer un homme sur Mars. Pour vous donner une idée de la balance budgétaire, donc la NASA, c'est 10 milliards par an, dans les vols habités uniquement. En Europe, c'est plutôt 650 millions de dollars par an. Donc, on représente 6,5% de ce que dépensent les Américains dans le domaine des vols habités. Voilà. Bon. Donc, quand on est à ce niveau modeste, on ne va pas s'intéresser à l'homme sur Mars au niveau européen seul. Par contre, être ou ne pas être, là est la question, et on y sera. C'est-à-dire que l'Europe est un partenaire de l'ISS, un partenaire des Américains sur l'ISS, tout comme le Canada, tout comme la Russie, tout comme le Japon. On a fait 2 modules sur l'ISS, plus les ATV, etc. Je vais rapidement. L'Europe a déjà signé pour 2 modules sur la Gateway, la fameuse station lunaire, un module d'habitation, un module logistique, ce qui est déjà beaucoup, parce que la station est toute petite. Donc, pratiquement plus de la moitié de cette station sera faite par des partenaires étrangers. Alors, il se trouve que les Russes sont en train de battre en retraite. Les Russes ne vont pas vouloir s'associer aux Américains sur cette affaire, mais le Canada, le Japon et l'Europe. Voilà, ce sera les 3 partenaires. La Chine étant exclue sur un plan politique. Il y a une loi américaine qui interdit toute coopération avec les Chinois, et ça fait des décennies que ça dure, et le contexte n'est absolument pas favorable en ce moment. Et plus le fait que nous fournissons ce qu'on appelle des services modules. À chaque fois qu'une capsule Orion habitée va partir vers la Lune, et la première sera inhabitée donc en novembre de cette année, il y aura un service module, c'est-à-dire accroché à la capsule, vous avez un module où il y a l'eau, le gaz, l'électricité, les panneaux solaires, et ça, c'est l'Europe qui va la fabriquer. Et donc, on est un bon partenaire des Américains, on veut faire partie du voyage. Il y a tout un débat de dire on veut qu'il y ait un Européen en orbite autour de la Lune dans les années 2030. Pourquoi pas même un Européen sur la Lune? Donc oui, on sera partenaire des Américains, on veut l'être, et il y a une volonté qui n'est pas remise en cause au niveau européen. Alors, est-ce que les accords Artemis vont un peu bloquer les choses? On verra. J'en doute, mais peut-être que certains pays vont être réticents. Le Luxembourg, vous savez, est très proactif dans le domaine des ressources minières pour les astéroïdes. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vont signer les accords Artemis. Ils ont probablement déjà signé. Voilà, donc l'Europe sera un partenaire, il l'est déjà. 2 points sur lesquels je n'ai pas parlé tellement, mais je voudrais dire 2 mots, c'est les autres, c'est-à-dire la Russie et la Chine, rapidement. La Russie a eu son heure de gloire qui a atteint un sommet dans les années 90 quand il a envoyé une centaine de fusées par an. Ça, c'était l'heure de gloire. Depuis, on est sur le déclin. Et dans l'exploration planétaire, la Russie
n'a pratiquement plus rien fait depuis 30 ans. Donc la Russie est complètement hors course. Pour diverses raisons, ça serait très long d'expliquer. D'une part parce que Poutine veut plutôt développer le spatial militaire, le spatial utile comme le GPS russe par exemple, et pas l'exploration des planètes qui coûte et qui ne rapporte rien. Plus le fait que voilà, donc la Russie est un peu de plus en plus sur la touche. La seule chose qui subsiste vraiment sont les Soyouz, la fusée Soyouz qui elle marche bien parce qu'il y a les dollars qui arrivent. La fusée Soyouz est vendue sur le marché en dollars et donc dès que vous avez les dollars, ça marche mieux. Et que si vous n'avez que des roubles, ça marche moins bien. Voilà pour la Russie. Pour la Chine, c'est exactement le schéma inverse. La Chine a démarré, je dirais, ça fait 20 ans qu'elle fait de l'espace lointain. Elle a réellement démarré en 2010 et depuis, elle monte à une vitesse vertigineuse. Et elle va très très vite. On pense qu'il y a 200 000 personnes qui font du spatial en Chine. Et donc la Chine a pour objectif de faire une espèce de station scientifique, d'abord automatique sur la Lune dans les années 2030, et d'envoyer un taïkonaute sur la Lune. La date officielle, c'est 2036, tout est précis. Et après cela, la Chine va se tourner vers Mars. Quand il y aura un taïkonaute sur la Lune, la Chine va dire, bon, bah maintenant, on envoie les hommes sur Mars. Donc c'est pour ça que les Américains, il ne faut pas non plus qu'ils s'endorment trop, parce que dans les années 2030, oui, la Chine va devenir un concurrent des Américains. Pour l'instant, ce n'est pas un concurrent sérieux, mais dans 15 ans, ça sera un concurrent. Alors justement, peut-être dernière question. Une fois que les Chinois ont rattrapé les Américains, qu'est-ce qu'il y a après Mars? Qu'est-ce qu'on peut imaginer après Mars? C'est-à-dire que est-ce que la conquête spatiale va pouvoir continuer, mais où? C'est ça le problème. Est-ce qu'on pourra encore rêver d'autre chose? Déjà, la conquête martienne, c'est quelque chose qui va nous emmener bien au-delà de 2050. On peut faire durer le plaisir jusqu'en des années 2060-2070. Donc, on a le temps d'y réfléchir. Après, vous pouvez avoir, est-ce qu'il y aura un futur dans l'exploitation minière des astéroïdes? Comme je l'ai dit, je ne suis pas très optimiste, mais en tous les cas, il y aura des essais, il y aura des tentatives. On verra bien. Est-ce qu'il y aura, alors l'hélium 3, en 2 mots, pourquoi on en parle sur la Lune? Parce que vous savez qu'il y a une tentative avec ITER de fabriquer de la fusion thermonucléaire contrôlée dans la vallée du Rhône, qui est un programme international de 10 milliards d'euros, donc extrêmement ambitieux. On ne sait pas le faire encore. Et ITER n'est qu'un démonstrateur qui ne fournira pas d'électricité. Mais ça, c'est pour le futur proche. Derrière, si on arrivait à faire de la fusion thermonucléaire contrôlée, eh bien, ça pourrait beaucoup nous aider. D'abord parce que c'est de la fusion hydrogène, donc il n'y a plus besoin de ce problème d'uranium, il n'y a plus de pénurie. Il suffit de trouver de l'hydrogène et finalement, il y en a partout, notamment dans l'eau. Si on arrive à faire de la fusion, on pourrait faire la fusion à l'hélium 3. Alors, la fusion à l'hélium 3, alors la fusion, vous savez, c'est ce qui se passe à l'intérieur du Soleil et des étoiles. La fusion à l'hélium 3 a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile en termes de température à atteindre, mais elle a un très, très gros avantage, et c'est là où tout le monde rêve, c'est le rêve des physiciens nucléaires, c'est que vous faites de la fusion sans radioactivité. Alors là, évidemment, c'est le rêve total. Parce que la réaction de fusion de l'hélium 3 n'émet pas de neutrons. Alors là, bon, c'est la technique, mais si vous n'émettez pas de neutrons, toute votre enceinte ne devient pas hyper radioactive, comme c'est le cas de nos réacteurs à fission classiques. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait faire de la fusion sans le danger de la radioactivité. Alors, l'hélium 3, on n'en a pas sur Terre. Donc, il se trouve que le vent solaire apporte de l'hélium 3 sur la Lune en permanence. On pourrait l'exploiter. Ce n'est pas extrêmement compliqué, ça serait une espèce d'énorme entreprise, genre, très, très, vous savez, ces grosses usines de charbon à ciel ouvert, dont vous voyez certaines images en Australie. Vous imaginez ce genre de choses sur la Lune, ça coûte des milliards, mais l'hélium 3 va être vendu très cher quand il arrivera sur Terre, donc il y a peut-être un business dans les années 2050. Maintenant, sur l'exploration lointaine des hommes, au-delà de Mars, les astéroïdes, je l'ai dit, il y en a beaucoup, certains passent près de chez nous, on pourra faire des petites balades sur les astéroïdes, mais ce n'est pas ça qui va justifier un programme très ambitieux. Ce n'est pas simple.
c'est pas simple du tout. Il y a Europe, satellite de Jupiter, Musk en parle, mais c'est une absurdité. Pourquoi c'est une absurdité? Parce que cette Lune, qui est très intéressante sur les problématiques de la vie dans l'univers, on pense qu'il y a peut-être de la vie à l'intérieur de l'Europe parce qu'il y a de l'eau liquide. Le problème, c'est que l'Europe est dans les ceintures de radiation de Jupiter. Et dans les ceintures de radiation, en surface, c'est un cauchemar, vous allez mourir tout de suite. Donc, vous n'en verrez jamais des hommes sur Europe. Ça, je peux mettre ma main à couper. Aucun homme n'ira sur Europe, c'est une certitude. Après, les destinations sont très lointaines, voyage très long, ça devient très froid. Donc, on commence au 22e siècle. Je pense qu'il va y avoir un trou, un vide au-delà de Mars, qui va durer probablement facilement jusqu'au 22e siècle, jusqu'à imaginer, et là on tombe dans un futur complètement hypothétique, cette notion un peu folle, mais pourquoi pas, d'imaginer que l'humanité partirait dans des voyages interstellaires sans retour. Ça serait une espèce de paquebot de l'espace. Pourquoi sans retour? Parce que le voyage est tellement long que ceux qui partiront vont mourir en voyage et c'est leurs enfants qui arriveront. Et le but, c'est d'aller s'installer sur une planète extrasolaire habitable, la rendre habitée et de fonder une nouvelle civilisation. Et après, juste, ça sera le mot de la fin, si ce schéma qui est assez futuriste et issu de la science-fiction, c'est un petit peu l'ensemencement de notre humanité dans la galaxie. C'est-à-dire, vous allez sur une planète, vous fondez une nouvelle civilisation, vous y restez 200-300 ans, puis vous repartez, une nouvelle planète, etc. Et petit à petit, vous allez ensemencer la galaxie. Inversement, les extraterrestres, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je dis ça parce qu'on ne les voit pas. C'est le fameux paradoxe de Fermi, c'est-à-dire où sont-ils? On ne les voit pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ensemencé la galaxie jusqu'à chez nous, sinon ils seraient venus nous voir. Et pour ensemencer la galaxie, c'est très long, mais c'est aussi très court. Ça mettrait 1 million d'années, typiquement. 1 million d'années par rapport à l'âge de notre étoile, qui est de 4,5 milliards d'années, c'est très, très court. Donc, ça veut dire peut-être que la vie dans l'univers n'est pas si abondante qu'on aurait pu l'espérer, et que si elle est abondante, elle n'est pas forcément à des niveaux technologiques suffisants pour venir nous rendre visite, puisque entre vous et moi, je ne crois pas une seconde que des soucoupes volantes nous aient visités. Voilà. En tout cas, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Francis Rocard. Je voulais vous dire que des participants ont mis des messages en disant merci, c'était vraiment passionnant. Et je voudrais inviter chacun à se reporter à votre livre, Dernière nouvelle de mars, La mission du siècle, qui, j'allais dire, s'adresse à tout public, disons, enfin, je parle sous votre contrôle, mais à partir de 15 ans, 16 ans, je pense qu'on peut lire le livre, on peut comprendre et vivre l'aventure spatiale de Mars sans difficulté. Et vous trouverez vous trouverez tous les renseignements que vous avez donnés et plein d'autres choses et plein aussi d'inconnus qui se posent pour cette conquête de l'espace et de Mars. Alors encore merci beaucoup. Et je voulais vous dire que, je voulais dire à tout le monde, à tous les participants, que ce débat va être mis en ligne dans quelques jours sur le site de l'AFU et que notre club se retrouvera dans 6 semaines pour un autre entretien avec un autre auteur. Merci beaucoup Francis Rocard d'avoir passé autant de temps avec nous. Et de la part de tous les participants, un grand merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.